Luc était découragé, mais il était également submergé par une puissante vague de colère. « Il est nul le travail de papa, disait-il, hors de lui. » Maude était à ses côtés, devant son ordinateur, qui affichait le mail assassin de madame Ahmed. « Souviens-toi, maman, j'avais commencé seule au début et ça se passait bien. Mais lui, il est buté, il comprend rien. » Maude n'avait certes pas oublié le premier document envoyé par Luc, pas plus que les commentaires en retour de madame Ahmed. Luc Valente et Alexandre Dulong, avait-elle précisé à l'époque, je suppose que vous n'avez pas encore commencé votre rentrée. Peut-être faudrait-il songer à vous y mettre. Les échanges étaient devenus plus constructifs dès lors que Luc avait accepté que son père se mette au travail. « J'en ai marre de papa, continuait-il. Quand je vois madame Ahmed, je lui explique après ce qu'on doit changer dans notre mémoire, mais non, il n'écoute rien, il comprend rien, il fait n'importe quoi. » Luc était d'une évidente mauvaise foi. Thibault avait le mauvais rôle. Il devait interpréter les indications de madame Ahmed rapportées par son fils. L'hostilité de Luc éclatait, l'immense vague se brisait sur une côte de récifs inhospitaliers. Maude se taisait. Luc était injuste, mais elle l'écoutait, elle comprenait son désespoir. La vague se brisa, puis se retira, et l'on en arriva enfin à la méthode du magnétophone. Le groupe des trois, Luc, Thibault et Maude, convint que madame Ahmed serait discrètement enregistrée sur le téléphone portable de Luc. L'on saurait ainsi précisément et sans intermédiaire pourquoi ce mémoire ne pouvait être soutenu. En quoi était-il donc insoutenable? Thibault et Maude découvrirent alors la petite voix fluette, douce, féminine, séductrice même, de madame Ahmed. Ils furent étonnés. Les modifications demandées étaient mineures. À quel jeu jouait donc cette femme? Chacun, Alex compris, s'était posé la question. Alex et Luc durent attendre 1 mois avant de pouvoir présenter leur mémoire. Ils étaient inscrits à la session dite de rattrapage et ne bénéficieraient pas, en cas d'échec, d'une seconde chance. L'ironie de l'histoire fut qu'ils obtinrent en définitive la meilleure note de la promotion. Une fois leurs résultats connus, ils tentèrent de comprendre l'origine de leur déboire. Ils interrogèrent madame Ahmed, tout en restant discrets. Ils évitèrent de jouer au contestataire. Mieux valait demeurer prudent eu égard au poste de madame Ahmed, qui était non seulement leur tutrice de mémoire, mais également la directrice pédagogique du master. Ils se risquèrent cependant, disant qu'ils s'étaient interrogés la veille de la première soutenance. On était inquiets, précisèrent-ils, d'être les seuls à être exclus. La réponse fut évasive. Ce n'était rien, pas grave du tout. Vous auriez pu, les garçons. Madame Ahmed, une petite femme, mince et frêle comparée à Alex et Luc, les nommait parfois ainsi quand elle était en forme, détendue, à l'aise, en veine de plaisanterie ou même de copinage, et l'on était en fin d'année. Vous auriez pu en fait passer la première fois, mais alors vous n'auriez eu que la moyenne, pas plus, c'eût été dommage. Les 2 garçons ne pipèrent mot. Ils avalèrent leur salive. Ils sourirent poliment, bafouillèrent une réponse approximative, censée exprimer un sentiment proche de la gratitude. « Merci bien, madame, c'était gentil à vous. » Ou bien non. Peut-être n'ont-ils absolument pas prononcé cette dernière phrase, car au fond, qu'en avait-il à faire d'un 13 au lieu d'un 10? Franchement, un 10. La note minimale nécessaire leur suffisait largement, les points d'avance ne pouvant être reportés sur une autre matière.
tant d'agitation pour si peu, pensèrent-ils, dans un bel ensemble. Pour le coup, oui, on peut le dire, ce fut vraiment dommage. Ils échangèrent un regard perplexe, leur silence demeurait courtois, leur sourire, quant à lui, plutôt contraint. Maud avait assisté, au fil des mois, au spectacle des péripéties liées aux mémoires. La crispation montait, les rebondissements se multipliaient, et le jour fatidique du 10 juin, où Alex et Luc présenteraient leur travail, approchait inexorablement. Après chaque rencontre avec madame Ahmed, ils devaient réécrire, ils devaient faire et refaire, tricoter, détricoter, modifier le plan ou explorer de nouvelles approches. Ils devaient compléter leurs recherches par la lecture d'autres rapports, mémentos ou thèses, dont certains éléments pouvaient éventuellement croiser leurs préoccupations. Le mystère planait. Que se passait-il donc avec ce texte? Maud soupçonna que Luc se laissait porter par trop passivement par son père. Elle supposa qu'il ne faisait pas l'effort d'approfondir suffisamment le sujet. Il n'était sans doute pas capable de justifier chacun des paragraphes constituant le document. Maud interprétait ainsi le terrain marécageux où les deux jeunes gens s'enlisaient peu à peu. Elle connaissait les qualités de Thibaut. Son texte ne pouvait être que précis et rigoureux. Tout lecteur normalement constitué aurait dû le percevoir. Madame Ahmed subissait sans doute l'influence d'un préjugé négatif, peut-être en raison des prestations orales peu convaincantes de Luc. Le mois de juin approchait et Maud sentait qu'elle ne pourrait échapper au laborieux pinsomme dont la silhouette se profilait, chaque jour plus inquiétante à l'horizon. Il lui faudrait, c'était inévitable, absolument participer à la rédaction du mémoire. Elle devrait plonger au cœur d'un sujet qu'elle ne connaissait pas. Elle expliquerait ensuite l'ensemble à Luc. Son fils n'était visiblement pas au fait de cet épineux dossier. Elle s'installa alors parmi les peintres, au sein de l'atelier qu'elle avait en partie abandonné ces derniers mois. Le sentiment de vide existentiel qui l'habitait s'était renforcé et l'en avait éloignée. Elle avait en conséquence inauguré l'écriture dans les trains et les autobus, mais elle était revenue au milieu des tableaux et des aquarelles en raison du mémoire de Luc. En ce lieu seulement, elle parvenait à se concentrer des journées entières sur ces sujets financiers profondément arides à ses yeux. Elle étudiait les notions d'écart d'acquisition, elle analysait les éléments constitutifs des fonds de commerce, elle examinait les sur- et les sous-évaluations des entreprises au moment de leur cession. Elle questionnait longuement Thibaut au téléphone sur chaque phrase du mémoire. Peu à peu, le texte lui devenait intelligible. De retour dans l'appartement, elle se tournait vers Luc. Elle lui posait les mêmes questions. Le plus souvent, il ne savait que répondre. Il convint qu'il n'avait pas vraiment pris connaissance du travail de son père. Maud ne lui épargnait rien. Elle l'interrogeait sur chaque ligne du mémoire. Elle insistait sur les enchaînements entre les idées. Elle soulignait la logique qui structurait le document et elle réécrivait l'ensemble du texte. Expliciter et développer relevait en effet de ses compétences. Telle était au fond son activité quotidienne,
lorsqu'elle écrivait ses livres, où elle expliquait, dévoilait et analysait sa propre existence. Éclaircir et justifier ne faisait en revanche pas partie des passions de Thibaut. Il n'hésitait pas à introduire dans ses écrits professionnels notamment de vertigineux raccourcis. Il disposait d'une belle mécanique intellectuelle, mais négligeait souvent de se mettre à la portée du lecteur ou de l'auditeur moyen. Ses travaux écrits dans son travail à Réseau Télécom étaient précis, synthétiques surtout, et souvent même allusifs. Comprenez qui pouvait, dès lors bien sûr que Thibaut se trouvait, cela va sans dire, être soutenu par sa hiérarchie. C'était la règle du jeu entre concurrents professionnels. Cette règle du jeu n'est-elle pas d'ailleurs plus générale? Le monde n'est-il pas une dure jungle soumise à cette même concurrence fondamentale? Maud fut pour Luc la traductrice du roman. Thibaut s'était toujours montré indéniablement doué pour aider son fils dans les matières quantitatives. Avec les chiffres, point n'était besoin de discuter. Le résultat était exact ou erroné. On était capable de le calculer ou non. Il suffisait de faire. Les discours pouvaient demeurer relativement modestes. Maud explicita et développa. Elle fit œuvre écrite et orale. Pour Luc, elle se montra pédagogue. Luc se soumit volontiers à l'exercice systématique des questions-réponses de sa mère, et, relation de cause à effet ou non, l'affaire du mémoire se dénoua alors. Le cap était doublé, les tumultes disparaissaient, le soulagement s'épanouissait enfin. Faire et refaire, avait commenté Thibaut. Défaire et tricoter. Détricoter, retricoter pendant des mois, sans que l'on sache pourquoi. L'efficacité est redoutable pour décourager des jeunes. Un comportement qui frôle, à mon avis, la faute professionnelle. Thibaut avait senti au plus fort du blocage entre Madame Ahmed et les deux jeunes qu'il ne supportait plus de relire ou de modifier le moindre paragraphe du document. L'intervention de Maud fut alors très opportune. L'esprit d'équipe joua son rôle. L'on atteignit alors le dénouement souhaité. Maud avait prévu qu'elle fermerait, avant l'été, les portes et les fenêtres. Elle resterait chez elle et n'irait plus à ses rendez-vous, qu'il s'agisse d'écrire ou bien tout simplement d'entretenir l'amitié. Le mémoire de Luc n'était pas la seule raison en cause. Romain devait, lui aussi, remettre un document, un rapport de stage, le 20 juin très précisément. Maud avait rapidement compris que la charge au bout du compte lui en reviendrait. Début juin, Julien entamait son dernier mois de stage dans le cabinet comptable de Sylvain Taillandier, le mari d'une amie de Maud. Celle-ci était intervenue pour qu'il soit accueilli dans cette petite structure du sud de Paris. Depuis la rentrée universitaire, Romain savait que sa formation se terminerait par 2 mois de stage en entreprise. Maud avait alors demandé à Sabine, qui écrivait chaque semaine avec elle, si son mari pourrait l'accepter dans son équipe. Luc y avait déjà occupé un poste de stagiaire lorsqu'il préparait son diplôme de comptabilité-gestion. Il avait adoré l'ambiance du cabinet, masculine, blagueuse et amicale. Maud aurait été désolée si Romain n'avait connu de son côté qu'une expérience repoussoire, tristement répandue en entreprise, dans une atmosphère froide et peu chaleureuse,
alors qu'il se montrait discret et peu importun sur le chapitre de ses études. Il n'en parlait pas. Il tentait d'être autonome dans les matières qu'il maîtrisait. Il ne désirait sans doute pas gêner ses parents, ou bien il évitait peut-être de suivre la voie de Luc, qui fut étroitement guidé par son père. Romain progressait à petits pas sur un chemin plus solitaire, et Maude avait d'autant plus insisté auprès de Sabine pour qu'il ait la chance, tout comme son frère, d'approcher le monde du travail dans un environnement étonnamment joyeux. Sylvain Taillandier avait accepté. Il était pourtant submergé par une intense activité. Il travaillait dans des bureaux exigus, il était sociable, ouvert et accommodant. Sa femme trouvait parfois ses qualités trop affirmées. Il ne refusait jamais de rendre un service. La tension quotidienne qui l'accablait, entretenue par sa constante générosité, se transformait à l'occasion en une pénible et épuisante excitation. L'alcool l'aidait alors, pour un temps, à regagner un semblant de calme. Sabine supportait mal cette course infernale. Il accueillit volontiers Romain, qui connut, pendant 2 mois, des conditions idéales. Romain terminait son stage le 20 juin. L'organisation préconisée par l'IUT était simple et efficace. Les étudiants écrivaient leur rapport pendant la durée de leur mission et le rendaient le jour où ils quittaient l'entreprise. Romain prenait chaque matin le métro, il gagnait le cabinet comptable, il passait des écritures dans un bureau très encombré, séparé de la rue par une cloison vitrée. Les voisins, commerçants ou non, clients ou non, venaient régulièrement entamer un brin de conversation avec les hommes de chiffre du quartier. Romain accompagnait Sylvain chez les clients. Ils y restaient la journée entière. Les 3 experts comptables du cabinet déjeunaient avec Romain au restaurant. Les repas détendus et bien arrosés constituaient la pause habituelle de la journée. Romain appréciait cette ambiance exceptionnelle. La roue du temps tournait selon un tranquille et inexorable rythme. La date de remise du rapport approchait, et Romain n'y travaillait pas. Il n'oubliait pas que son frère avait fait le même stage, dans le même lieu, 2 ans plus tôt. Il ne doutait pas qu'il saurait tirer un excellent parti du rapport de stage présenté alors par Luc. Il était si décontracté qu'il ne se donnait pas la peine de regarder le document. N'est-il pas, en effet, bien connu qu'en matière de travail, moins la barque est chargée, moins le matelot est incité à souquer sur les avirons. Le rapport était en réalité d'ores et déjà rédigé, et Maude l'avait écrit en son temps, en lieu et place de Luc. Mais Romain devait encore le lire, le comprendre, le mettre au goût du jour et l'amender à la marge pour respecter les contraintes imposées par l'IUT. Les semaines passaient, la tâche lui pesait, elle lui semblait harassante et ennuyeuse par contraste avec sa vie somme toute confortable du moment. La besogne demeurait inentamée. Maude le voyait qui adoptait sans problème le parfait comportement de l'adulte ponctuel et sérieux. Il accomplissait sagement ses journées de travail, irréprochable en apparence, peu responsable en réalité. Maude lui rappelait discrètement l'échéance. Elle ne se berçait cependant pas d'illusions et se préparait à rassembler son courage. Elle n'avait plus en tête les subtilités de la consolidation comptable, le sujet traité par Luc 2 ans plus tôt. Il lui faudrait réactualiser ses connaissances, inclure les modifications nécessaires, puis expliquer l'ensemble à Romain.
Elle ferait œuvre de pédagogie avec son plus jeune fils, de même qu'avec Luc. Romain aurait lui aussi à répondre à des questions, aussi précisément que s'il avait écrit le document. Maude préparerait également une présentation orale, mais distincte de celle qu'elle avait élaborée pour la soutenance de Luc. 2 professeurs d'anglais interrogeraient Romain sur des considérations financières, alors qu'un jury d'experts comptables avait, à l'époque, posé des questions techniques et pointues à son fils aîné. L'exercice serait tout autre. Il s'agirait cette fois-ci d'expliquer à des personnes extérieures au métier les grands principes de la consolidation d'entreprise. L'approche était bien différente. Maude l'a imaginé, elle a conçu le support de soutenance, elle a transmis l'ensemble à Romain, dont la note fut très satisfaisante. L'affaire fut en l'occurrence efficacement et rondement menée. Ce mois de juin ne fut en rien exceptionnel. Les années précédentes, à l'approche des examens, Maude avait aussi repris le harnais de l'aide universitaire. Elle repérait désormais aisément cette perspective, annonçant des vagues d'inquiétude ou même d'affolement. Elle avait songé bien à l'avance cette fois-ci à interrompre ses activités sociales et amicales. Elle renonça à ses rendez-vous avec Grégoire, un ami d'HEC qu'elle voyait chaque mois dans son bureau à La Défense. Elle fit de même avec Annette, une autre amie d'études qu'elle rencontrait selon le même rythme boulevard Haussmann, près de la banque où elle travaillait. Ses réunions hebdomadaires d'écriture furent annulées. Bien lui en prit d'anticiper ses aménagements de son emploi du temps. L'angine rhinopharyngite sèche, qui épuisa ses réserves d'énergie, fut en revanche la grande surprise du moment. Peut-être avait-elle un peu trop forcé en cours d'année sur son infatigable bicyclette métaphorique, son moyen personnel pour lutter contre le vide existentiel. Guidon en main et regard fixé sur l'horizon, elle parcourt monts et vallées sans s'arrêter, ni même ralentir, sous peine de chuter, sous peine de demeurer à terre. Elle avait présumé de ses forces. Son organisme s'était manifesté et elle avait interrompu sa course. Un traitement antibiotique la rétablit peu à peu, ainsi qu'une cure matinale de compléments alimentaires. Maude est assez fière d'avoir découvert depuis quelques années déjà ce complaisant adjuvant. Elle y a recours quand elle se sent trop épuisée. Un petit coup de fouet énergétique s'ensuit, appréciable et apprécié à sa juste valeur. Maude avait annoncé son retrait. La boutique fermait ses portes. Et puis, précisa-t-elle, la pause estivale suivra. Pendant 6 semaines, j'irai à Kerbillan. Et mes amis, retrouvons-nous début septembre. Nous reprendrons de plus belle. Nous repartirons d'un très bon pied. Les réponses, spontanées et bienveillantes, ne furent pas surprenantes. Maude s'est dégagée de l'univers professionnel. Elle a cette chance. Autour d'elle planent et virevoltent tolérance et souplesse. Elle a conscience d'avoir la vie facile. Descendre. Un soir du mois de juin, Maude était en pleurs dans le cabinet de son psychiatre. « Monsieur Vallée, lui disait-elle, c'est trop dur. S'il vous plaît, ne pourriez-vous m'aider ?» Elle avait peu à peu descendu les différents degrés de la tristesse, le sentiment de vide existentiel, ainsi qu'elle le nommait, avait au bout du compte remporté la victoire. L'homme de l'art ne s'était pas fait prier.
Vous pourriez, j'en suis sûr, lui répondit-il, vous rétablir seul. Mais je vous propose de prendre de nouveau 10 milligrammes quotidiens de séroplex. Vous irez mieux, beaucoup plus vite. Elle avait en effet longtemps suivi un traitement antidépresseur qu'elle avait interrompu depuis 1 an. Le sevrage avait été entrepris dans les règles, en douceur et en accord avec M. Vallée. Maude n'avait plus pris de médicaments. Les premiers mois, sa vie était demeurée la même. Mais le malaise s'était ensuite si progressivement et discrètement réintroduit au fil des jours que Maude n'avait pas bien établi le lien entre l'absence des médicaments du matin et son désir de vie qui faiblissait aussi lentement que sûrement. M. Vallée, quant à lui, qui passe une grande partie de son existence à établir des prescriptions, souligna immédiatement la concomitance des 2 faits. Maude pleurait ce soir-là, elle avait perdu la partie, elle avait pourtant fait preuve de vigilance. Elle n'avait pas cessé de fréquenter le superbe atelier d'artistes de la rue de Charenton, elle était nourrie par les échanges avec les peintres, elle se sentait de la même famille, ils créaient, elle aussi à sa façon. L'endroit l'apaisait, qui tenait à la fois de l'atelier d'artiste et de celui d'artisan. Elle adorait les hautes fenêtres de l'ancienne usine d'électricité, les terrasses sur le toit ensoleillées les jours d'été, et l'odeur de peinture qui saturait l'atmosphère. Elle était soutenue par la concentration et la ténacité des artistes tendus vers leurs projets personnels. Elle était aussi entourée d'amis qu'elle rencontrait très systématiquement 2 fois par semaine. Elle écrivait le mercredi matin avec Sabine et rejoignait le vendredi après-midi pour écrire également un groupe plus large de ses amis. Elle ne déméritait pas, elle structurait sa vie. Le vide existentiel la menaçait, mais il ne disposait en rien d'un vaste champ libre qui l'aurait pu envahir à loisir. Son enthousiasme déclina cependant. Elle continuait à passer des heures chez les peintres, elle retravaillait ses textes, mais l'ennui, le dégoût même parfois l'envahissait devant l'ampleur de la tâche, devant son travail d'artisan, de traduction en réalité de textes écrits spontanément à l'origine. Elle les transformait, elle les rendait présentables pour les donner à lire. Lorsqu'elle avait découvert ce lieu fréquenté par des peintres assidus, elle y restait les premiers temps aisément des journées entières. Sa besogne progressait dans cette ambiance dont elle se délectait. Puis la durée de son travail s'établit au grand maximum à 2 heures consécutives. Ses séances diminuèrent jusqu'au moment où elle n'éprouva même plus l'envie d'y aller. Plus envie de retravailler ses textes. Réécrire soudain n'avait plus de sens. Ce questionnement inadéquat et meurtrier se faisait entendre, assourdissant, avec cymbales, tambours et trompettes. Pourquoi donc toute cette agitation, l'écriture et tout le reste? Le reste comprenait les amitiés qu'elle entretenait et qui, pour l'essentiel, étaient fondées sur l'écriture. Maude considérait le monde avec
la mauvaise paire de lunettes. Elle avait renoué avec ces questions du passé, les mêmes, sans le moindre progrès, qui la terrassaient. Elle s'interrogeait sur son être, intime, insuffisant. Elle y était de nouveau, au vide existentiel. La boucle était bouclée, le retour parfait au point de départ. Elle avait cru chasser l'ennemi, fermer les portes et les fenêtres. Il lui avait semblé que l'embellie se profilait à l'horizon de sa vie. Ses enfants, l'un dans l'autre, progressaient dans les études. Son entente avec Thibaut était singulièrement paisible. Mais l'ennemi ressurgissait, habile et retors. Il empruntait les vantaux et les soupiraux. Il se glissait par la cheminée. Maud installait régulièrement ses tréteaux dans l'atelier des peintres. Elle voyait souvent ses amis. Elle luttait ainsi au quotidien contre son adversaire, déclaré l'infatigable vide existentiel. Elle participait aussi en mars de chaque année au Salon du Livre de Paris. Elle-même et ses amis profitaient de l'événement pour terminer leurs livres. Maud auto-éditait ses écrits, aucun éditeur ne lui imposait la moindre contrainte ou échéance. Elle insistait donc auprès de l'entreprise qui l'auto-éditait et elle obtenait, bon an, mal an, un stand, porte de Versailles, pour elle et ses partenaires en écriture. Leur intention n'était pas de vendre. Un auteur inconnu n'y parvient pas. C'était le moment que Maud choisissait pour faire connaître à ses amis et à ses relations d'écriture les épisodes de l'année constitués par les chapitres qu'elle avait retravaillés depuis le dernier salon du livre. Elle posait un point temporaire aux pages écrites depuis un an. Après le salon, elle se penchait sur les épisodes suivants. Tous les 2 ou 3 ans, elle achevait réellement son roman en cours. Cette année, en 2013, le curseur du mois de mars était intervenu quelques dizaines de pages avant l'ultime fin du roman. Celui-ci, intitulé 2008 La course de Maud, approchait les 700 pages. Le dernier chapitre évoquait la réussite de Luc au baccalauréat. Maud avait supposé que son humeur ne serait pas affectée par la fin du roman. Elle ne risquait pas, une fois le volume terminé, d'être confrontée à une angoissante inactivité. Elle disposait encore de quantité de textes à retravailler, qu'elle avait continué à écrire au jour le jour, après le bac de son fils aîné. Ainsi débuterait le roman suivant. Elle atteignait donc, en avril 2013, le dernier chapitre de 2008, La course de Maud. Elle y décrivait la gigantesque vague de joie qui submergeait la famille. Après un long et aventureux périple, la destination désirée était enfin ralliée, le sésame du baccalauréat avait été gagné de hautes et périlleuses luttes. Cet objectif quasiment obsessionnel avait au fil des années pesé sur l'horizon familial. Il remontait à d'immémoriales origines, aussi lointaines peut-être que le jour de l'entrée au CP du jeune Luc, ou plus ancienne encore. Ne correspondait-elle pas, au fond, à la première matinée du garçonnet en petite section de maternelle? Ou bien ne fallait-il pas, en réalité, dater l'extrême début du laborieux parcours à la naissance, précisément, du futur écolier? L'incertitude demeure, toute hypothèse s'avère légitime. Une allégresse sans nuage concluait, quoi qu'il en soit, l'ample récit familial. Maud avait prévu de commencer sans tarder le roman suivant. Elle n'aurait, en toute logique, pas dû céder au découragement. Sa détermination fléchit pourtant dangereusement. Là encore, comment savoir? Existait-il une relation
entre la fin de son roman et son douloureux abattement. La concomitance des deux événements était évidente. Maud s'interrogeait. 3 ans plus tôt, elle avait adressé 2007, La course de Maud, le roman qu'elle achevait à l'époque, plus volumineux encore, à de nombreux éditeurs. Une amie proche, généreuse et optimiste, libraire de son état, l'y avait encouragée. Elle l'avait conseillé pas à pas dans le choix successif des éditeurs sollicités. Les réponses furent négatives. Maud n'avait pas le courage, cette fois-ci, de renouveler sa démarche. Elle n'en avait pas parlé à son ami libraire. Sa motivation était en lambeaux. Et toutes ces pages, écrites et retravaillées, aboutiraient, en définitive, au fin fond d'un tiroir oublié. Elles avaient été lues, bien sûr, sous forme d'épisodes annuels par le petit cercle de ses amis, mais ensuite, une fois le roman terminé, leur dernière destination serait l'obscurité anonyme du tiroir. Maud ne pouvait espérer de lectorat plus large, et sa vie se poursuivrait ainsi, volume après volume, jusqu'à la fin. Maud avait décidément chaussé la détestable et mortifère paire de lunettes. Les mauvaises questions douloureuses et mal formulées la harcelaient. Elle partit ensuite au bord de la mer, où elle avait continué à songer, plus ou moins, à l'avenir de son livre. Mais ses réflexions n'occupaient plus guère que l'arrière-plan de son esprit. Les médicaments prescrits portaient peu à peu leurs fruits. Elle eut cependant une nuit, dans sa minuscule chambre de Querbillan, une idée incroyablement exaltante. Elle avait supposé que son volumineux manuscrit n'aurait pas plus de succès auprès des éditeurs que son précédent roman, et elle avait pensé choisir habilement quelques-uns des chapitres. La taille de son roman serait dès lors plus habituelle, et peut-être serait-il mieux accueilli. Elle garderait toujours par-devers elle l'ouvrage complet et détaillé. Elle sautillait de joie le lendemain dans la grande salle ouverte sur le ciel et les grands jardins autour des maisons de granit de l'autre côté de la route. À peine levée, elle avait mentionné sur son téléphone portable, pour avoir une chance de ne pas perdre ses notes, les quelques chapitres qu'elle croyait judicieux de retenir pour le futur roman. Elle avait raconté à Caroline, sa partenaire épistolaire par répondeur interposé du moment, ses toutes récentes perspectives. Thibaut avait aussi eu droit à ses développements optimistes du matin. Il avait regagné son bureau parisien. Maud lui adressait chaque jour de longues lettres orales sur répondeur également, pour maintenir entre eux le lien suffisamment étroit. Elle était vigilante. Elle s'appliquait à conserver les boulons de l'échange bien serrés entre eux. Elle le disait sur le ton de la blague, mais elle était sérieuse en réalité. On l'est fréquemment lorsqu'on plaisante. En septembre, de retour dans la capitale, Maud attendait de pied ferme la réouverture de l'atelier d'artiste. Elle y entreprendrait ce travail, somme toute assez artificiel, de coupe et de sélection. Pour l'heure, le lieu était en travaux, il était encore fermé. Maud avait besoin de ce cadre, quand les tâches en perspective lui paraissaient par trop ingrates ou laborieuses. Elle y avait eu recours pour les rapports de ses 2 garçons, elle s'y rendrait pour cet exercice de forme et de présentation. Début novembre, les travaux seraient terminés, Maud attendait. Elle était impatiente, curieuse du résultat. Blizzard et imagerie.
Le titre du roman était étonnant. Maud ne s'était pas approchée de l'auteur. Elle n'avait pas esquissé un geste vers son livre. Elle s'était arrêtée non loin de lui et l'écoutait parler, sans répit, à un couple retenu par son débordant enthousiasme rhétorique. Il expliquait le pourquoi et le comment de son écriture, il tentait de se vendre lui-même, l'homme, l'auteur, pour éventuellement réussir le tour de force de parvenir à vendre l'un de ses livres. Il était méritant, s'exprimait avec une incontestable facilité, le couple devant lui semblait s'intéresser à ses propos avec force démonstration de sourire et d'attention polie. La ville de Querbillan avait organisé pour un soir un modeste salon du livre dont les stands étaient installés sur le boulevard de la plage. Une longue rangée de visiteurs sérieux et dignes s'étirait devant la table de Jan Kefelec. Chacun avait son livre en main que la star du salon au teint bronzé et à la mine absorbée signait à la chaîne. L'usine n'était pas loin. Serge Joncourt était également présent. Maud l'avait déjà rencontré. Elle terminait en juin 2005 une année d'atelier d'écriture et l'animatrice qui souhaitait marquer la fin de ce compagnonnage hebdomadaire avait invité l'écrivain à l'occasion de la dernière séance. Il avait raconté son passé d'écrivain à Maud et à Sabine, qu'elle avait connue cette année-là en la retrouvant chaque semaine autour de la même table. La détermination de Serge Joncourt n'avait jamais fléchi, et il commençait, à 45 ans, à connaître une certaine notoriété. Il avait jusqu'alors vécu pour cet unique objectif, écrire et parvenir à être lu. L'obsession l'avait habité, l'idée fixe avait rempli ses jours et le travail sur ses textes chacun de ses instants. Il avait manqué d'argent, il vivait seul, sans compagne ni enfant, il était grand et massif. Sa parole était précise et ferme, sans concession, à l'opposé d'une expression lisse ou mondaine. 8 ans plus tard, il faisait partie des quelques Happy Fews les plus en vue sur la scène littéraire. Il avait depuis cette date été publié dans les grandes maisons d'édition au rythme d'un roman par an. 2 de ses livres avaient été adaptés au cinéma. Il participait sur France Culture à une émission d'humour littéraire. Chaque jour à midi, il faisait assaut avec ses collègues radiophoniques de brillantes réparties drôles et subtiles. Il animait chez Gallimard des ateliers d'écriture hors de prix. Maud le revoyait dans ce salon estival, sans prétention ni répercussion médiatique. Il continuait à donner de sa personne. Il avait consacré, peut-être même plus précisément avait-il sacrifié sa vie à écrire ainsi qu'à faire connaître ses livres. L'habitude était acquise. L'on change rarement lorsqu'on a établi avec peine, le plus souvent, une façon d'être qui permet de survivre, de lutter contre l'angoisse propre à l'homme, qui permet de rester debout simplement. L'on change rarement une fois la maturité atteinte. Il assurait, 8 ans plus tôt, en 2005, la promotion de ses romans en visitant l'un des innombrables ateliers d'écriture parisiens, et il n'avait pas, depuis, sous prétexte d'une indéniable réussite, baissé la garde. Il était là, présent, assidu, derrière ses livres. Son stand demeurait désert, car s'il avait gagné les cimes de l'intelligentsia littéraire du moment, il n'était pas pour autant connu du grand public. Maud le supposait peu affecté par cette solitude d'un soir. Il était là pour ses livres, cohérent, persévérant, un buffle qui restait attelé à la même charrue et qui avançait imperturbablement avec force et vigueur sur un unique chemin depuis des années. Il avait engraissé depuis 8 ans, et son teint avait rougi
Son visage, sous le soleil rasant du séduisant crépuscule estival, semblait à la limite de la congestion. L'homme qui faisait l'article sur Blizzard et imagerie s'était interrompu lorsque ses deux auditeurs avaient poliment pris le parti de s'éloigner. Il n'avait pas acheté le livre. L'auteur s'était tu, dans l'attente d'un prochain public. Maud remarqua qu'il était publié chez Écrit Libre, l'entreprise d'auto-édition où elle-même présentait ses textes. Tous les auteurs y sont acceptés. Maud y publiait ses romans. Elle parcourut le salon, qui se réduisait à 2 rangées de tables se faisant face sur le large trottoir du boulevard de la Plage. Elle notait certains noms d'auteurs qu'elle irait ensuite consulter sur Internet. Elle repartit sans passer par l'allée centrale afin d'éviter les regards croisés des auteurs en attente de vente. Elle emprunta les coulisses du salon, derrière les chaises des écrivains, entre les stands et l'océan qui palpitait en bordure de plage. Les rayons du soleil étaient dorés, tout comme le sable qui ondulait et dessinait des vagues d'ombre à cette heure de la journée. Sur une eau lisse et miroitante, des voiliers étaient immobiles, l'étrave tendue vers les digues qui marquaient l'entrée du port.